Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonne année également à toutes et à tous. Bonne santé, je pense que c'est un vœu qui vaut particulièrement cette année 2021. On va poursuivre notre webinaire entamé en novembre 2020, un webinaire qu'on a intitulé Social Infrastructure in a Post-COVID City. Infrastructure sociale dans la ville sous Covid ou la ville post-Covid. C'est déjà la 4e séance donc, de ce séminaire, une séance pour laquelle on est très heureux d'accueillir en quelque sorte Céline Bonico-Donato pour donc un exposé, une présentation intitulée Crise sanitaire, crise des lieux publics, point d'interrogation, une approche philosophique à partir de l'exemple des intérieurs publics. Et donc, comme je vous le disais, on est particulièrement content, puisque après avoir entendu un architecte, une urbaniste, un sociologue, c'est aujourd'hui une philosophe que nous recevons. Suite à cette séance, le séminaire se poursuivra en janvier avec 2 dernières séances ces 2 prochains mardis. Et nous recevrons donc mardi prochain, donc le 12 janvier, Bruno Yvain, qui est urbaniste, qui est en fait un praticien de l'urbanisme dans l'agence Alphaville à Paris, et qui proposera une intervention intitulée « La programmation des infrastructures sociales à l'épreuve de la contagion ». Et une dernière séance qui aura lieu le 19 janvier, qui a été intitulée « Quelle politique d'équipement et d'infrastructure sociale pour Bruxelles ?» Et ce sera une dernière séance un peu particulière, un peu plus pratique et institutionnelle, si on veut, puisqu'on aura l'occasion de recevoir et de discuter avec 2 responsables de la politique de la ville, et plus particulièrement de la politique d'équipements sociaux, notamment à Bruxelles. Donc on aura la présence de Justine Arzé, qui est directeur de cabinet adjoint du ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, et qui est sociologue, en l'occurrence, et également Tom Sanders, référent équipement pour le centre d'expertise régional, donc Perspective Brussels. Voilà, donc 2 séances ces 2 prochains mardis, chaque fois à 4h30. Mais donc aujourd'hui, on est sur la situation Covid et son impact sur les espaces urbains et les lieux publics qui vont nous intéresser, donc avec Céline Bonico-Donato, que l'on remercie du coup pour sa présentation et pour le travail qu'elle a pu préparer spécialement pour à notre demande dans le cadre de ce séminaire. Donc voilà, on a l'occasion ici avec ce séminaire de poser les enjeux philosophiques avant de réfléchir aux solutions pratiques, ce qui est, ma foi, sans doute une bonne façon de faire, mais étrangement, ça n'arrive pas souvent. Donc, espérons que ça puisse, cette discussion qu'on aura avec Céline Bonico-Donato et avec nos collègues Louise Carlier et Sarah Van Olbe qui s'y présentent, espérons que ces réflexions pourront aussi alimenter nos interpellations aux responsables institutionnels bruxellois dans 2 semaines. Donc, un petit mot de présentation de notre invité. Céline Bonico-Donato est donc philosophe, maître de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, membre du centre Cresson, le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain, et également membre du laboratoire Ambiance, Architecture, Urbanité. Céline Bonico-Donato, j'ai eu l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises et de la lire également. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages passionnants, dont le plus récent, me semble-t-il, est Heidegger et la question de l'habité, une philosophie de l'architecture, donc qui est paru à Parenthèse en 2019, et cet autre ouvrage de 2016, Archéologie de l'interaction, de David Hume à Erving Goffman. Donc 2 ouvrages. Là, on a rarement l'occasion de parler de Heidegger en cadre d'activités de recherche urbaine appliquées en région du Bruxelles-Capitale, mais c'est une grande première et on est bien content que ce soit le cas. Donc, ces intérêts de notre invité
d'un côté pour la philosophie de l'architecture, de l'autre côté pour les interactions, vont se combiner, je pense, dans sa présentation d'aujourd'hui, puisque c'est bien les espaces architecturés de la ville en tant qu'ils accueillent et encadrent des interactions qui sont en question aujourd'hui, hein, puisque cette crise des lieux publics dont nous parlera Céline est en particulier peut-être une crise des lieux de rassemblement. Hein. Il me semble que les espaces publics extérieurs, ouverts, aérés, et où prévaut la circulation, hein, où les citadins se présentent plutôt comme des unités de locomotion, comme dit Goffman, ces espaces-là semblent moins poser problème que nos lieux de rassemblement, les lieux où on se retrouve ensemble pour rentrer en contact les uns avec les autres, en contact social, mais aussi en contact biologique, d'une certaine façon. Ce sont ces lieux-là qui nous posent une série de problèmes et qui semblent être un bon objet aussi de réflexion interdisciplinaire sur la ville, ses formes, son design. C'est en tout cas la question des intérieurs publics qui a été vraiment au centre de nos séances jusqu'ici, avec des interventions comme celle de Marc Pimlott, hein, l'architecte de Delft, qui a beaucoup écrit sur les intérieurs publics et qui nous avait présenté une très bonne conférence sur la question depuis un angle architectural. Voilà, je n'en dis pas plus, évidemment, tout cela sera beaucoup plus intéressant dans les mots de Céline. Je vais simplement présenter nos deux discutantes du jour, qui dialogueront donc avec la conférencière, Céline Bonico-Donato. Donc, elles sont toutes les deux sociologues, toutes les deux aussi chercheuses à l'UC Louvain dans le cadre du projet Métrolab. Donc, nous avons à ma gauche, que vous voyez ici, Louise Carlier, chercheuse post-doc au Métrolab et spécialiste des espaces publics urbains qu'elle aborde dans une perspective, on dira, écologique et pragmatiste. Louise est également une spécialiste de l'école de Chicago en sociologie et donc de ce paradigme écologique associé à l'école de Chicago qui s'est imposé dans la sociologie urbaine américaine dès le début du XXe siècle et qui reste aujourd'hui toujours d'une certaine pertinence. Et puis à ma droite, donc Sarah Van Olbe, qui est également sociologue et qui vient d'achever une thèse, on peut le dire, hein, qui vient d'acheter une thèse de doctorat en sociologie sur la question de la place accordée, ou non d'ailleurs, aux expertises qualitatives, et notamment sociologiques, dans le cadre des projets urbains et des politiques de la ville, avec pour terrain principal Bruxelles. Une thèse qui d'ailleurs a été réalisée en co-tutelle avec l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, hein, qui est donc justement l'institution à laquelle est rattachée notre conférencière du jour. Et donc elle a mené cette thèse sous la co-direction de Jean-Paul Thibault et de moi-même. Voilà. Donc on peut, je pense, en rester là pour ce mot d'introduction. Merci à vous deux pour vos interventions par la suite. Et surtout, merci à toi, Céline. Voilà, on te laisse la parole, on t'écoute avec beaucoup d'attention pendant une petite heure. Et puis on aura l'occasion de discuter avec toi. Bonjour, bonjour à tous et tous mes voeux également de bonne année. Donc bien sûr un grand merci à Mathieu Berger pour son invitation, à Sarah Césari pour l'organisation de la séance et à Élise et Sarah pour accepter de discuter la conférence que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, avant d'entamer la réflexion que je souhaite proposer sur la crise sanitaire comme crise des lieux publics, j'aimerais revenir brièvement sur la présentation de mon parcours qu'a fait Mathieu, peut-être pour expliquer ce qui pourrait sembler un grand écart apparent entre l'interactionnisme de Goffman et la phénoménologie de Heidegger, et pour expliquer aussi en fait tout l'intérêt que j'ai eu à présenter cette conférence.
Donc, je suis philosophe et j'ai consacré mon doctorat il y a maintenant une dizaine d'années à la sociologie de Goffman, dans la mesure où son approche de l'espace public est extrêmement originale pour un philosophe. Sans doute qu'elle ne l'est pas pour vous dans ce laboratoire, mais en philosophie, vous savez que le concept d'espace public qui est mobilisé est principalement celui de Habermas, qui est voilà, un grand philosophe et qui propose une approche extrêmement stimulante de l'espace public, mais qui est une approche extrêmement abstraite, dialogique, l'espace public comme espace de dialogue, comme sphère d'échange d'opinions, dans lequel la dimension physique, les questions d'accessibilité, les questions de prise, de dispositifs, d'emplacement du corps ont peu d'importance. Et donc, en tant que philosophe, j'avais été séduite par l'approche goffmanienne qui me permettait d'enrichir une certaine conceptualisation abstraite dans le champ de la philosophie. J'ai, je ne vais dire pas abandonné, mais j'ai mis de côté depuis quelques temps maintenant, depuis 3-4 ans, l'approche goffmanienne pour privilégier une approche plus phénoménologique. Et donc, j'aimerais expliquer ce changement dans mon parcours qui me permet toujours d'aborder la question de l'espace public, mais avec un prisme légèrement différent. Donc cet intérêt pour la phénoménologie, il s'explique par une raison factuelle, mon rattachement au Cresson, qui fait partie de l'UMR Architecture, Ambiance, Urbanité, qui développe une approche sensible du milieu urbain, des espaces publics, en étant attentif à la question des ambiances ou du ressenti, et qui revendique dans les références qui sont mobilisées un attachement à la phénoménologie, à la Stimmung heideggerienne ou au corps chez Merleau-Ponty. D'autre part, deuxième raison dans cette transition dans mes recherches, une raison plus théorique et plus personnelle, j'ai voulu et j'ai considéré que c'était un manque dans l'approche goffmanienne, que le pragmatisme ne s'intéressait pas, le pragmatisme qui imprègne la sociologie de Goffman par l'intermédiaire de Mead et de Dewey, que la sociologie goffmanienne ne s'intéressait pas assez à la manière dont les espaces publics sont ressentis. Qu'effectivement, il y avait une articulation très forte qui était faite entre la perception et la manière dont cette perception est déjà une prise pour agir, comment la perception de l'espace public et la perception de ces prises et de ces dispositifs est une invitation à l'action, mais que l'approche goffmanienne ne laissait pas assez de place à l'expérience affective et qu'elle privilégiait l'expérience motrice. Et donc, ce sont ces dimensions-là, affectives, sensibles, que je travaille. Et donc, je puis dire que mon intérêt pour l'espace public s'est déplacé vers la question de l'immersion dans l'espace public, c'est-à-dire la manière dont le corps de l'usager vient résonner avec ce qui l'entoure. Donc, je m'intéresse moins à l'interaction entre un corps et son milieu, mais plutôt à la résonance entre le corps et la sphère qui l'entoure. Or, qui dit sphère implique nécessairement la question d'un intérieur et d'un volume qui va être délimité de cette manière. Et c'est pour cela que j'ai été particulièrement sensible à l'invitation que m'a faite Mathieu lorsqu'il a thématisé cette question des infrastructures sociales comme des intérieurs publics qui rencontraient voilà, mon intérêt actuel pour la question de l'immersion. Et donc, j'en viens à présent à la perspective que je souhaiterais développer ici. L'angle général de ma réflexion va être de réfléchir à la manière dont la crise sanitaire que nous traversons met en crise ces infrastructures ou ces intérieurs publics en raison de leurs caractéristiques spatiales et sociales. La densité, la clôture, la nature foncièrement et étroitement relationnelle de leur usage, les identifie comme des lieux de contamination, de circulation active du virus. Ce n'est donc pas leur caractère public en tant que tel qui les rend particulièrement problématiques, mais c'est la nature de leur publicité, que l'on peut caractériser avec trois qualités. D'une part, des contacts étroits et prolongés. Deuxième caractéristique, avec des personnes inconnues. Troisième caractéristique, dans un lieu clos. On n'a pas interdit en France de se promener dans la rue, mais on a fermé les universités, les médiathèques, les piscines, les centres associatifs, les conservatoires, qui rouvrent pour une partie d'entre eux, mais dont nombre d'entre eux restent fermés, notamment les universités, comme vous le savez sans doute. Et donc, si l'on reprend deux caractéristiques que j'ai énoncées précédemment, d'un côté, les contacts étroits et prolongés
et de l'autre la clôture, je dirais que c'est cela qui les différencie des espaces publics ouverts, comme tu l'as rappelé Mathieu, où l'on va avoir des relations superficielles et éphémères, mais à l'air libre. Si l'on prend la troisième caractéristique, rencontre avec des personnes inconnues, c'est ce qui les différencie de la sphère familiale et intime qui, elle, a lieu également dans un lieu ouvert, dans un lieu clos, fermé, protégé, mais avec des personnes que l'on connaît. Donc, ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est interroger la spécificité du caractère public de ces intérieurs, qui devient problématique en raison du contexte pandémique dans lequel nous sommes. Et donc, je vais m'appuyer sur deux analyses philosophiques. Donc, je ne parlerai pas d'Heidegger aujourd'hui, peut-être que vous allez être déçus, je ne sais pas. Mais je m'appuierai sur l'analyse de Walter Benjamin, qui est un philosophe allemand, qui a consacré un ouvrage fort connu sous forme de fragments, qui s'appelle « Paris, capitale du 19e siècle », s'intéresse aux passages parisiens. Et donc, cette analyse des passages parisiens me semble particulièrement précieuse pour comprendre ce qu'est un intérieur public. Donc, un livre qui date de 1935. Deuxième analyse sur laquelle je vais m'appuyer pour comprendre le caractère public et les spécificités de ce caractère public de ces intérieurs, je vais m'appuyer sur l'analyse de Peter Sloterdijk, philosophe allemand contemporain, qui est auteur d'une trilogie que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Sphère. J'articulerai ces deux analyses à des réflexions plus personnelles à travers l'analyse d'espaces publics fermés que je fréquente, donc une médiathèque municipale et l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Dans un deuxième temps, je vais m'interroger sur les politiques sanitaires en France. Comment elles ont modifié dans un premier temps l'usage de ces lieux et leur caractère public pour finalement les fermer tout simplement. Et donc pour ce faire, je vais m'appuyer sur les analyses de Michel Foucault, sur le pouvoir disciplinaire et sur le pouvoir sécuritaire, qui relèvent tous deux de ce qu'il nomme la biopolitique, afin de comprendre les politiques sanitaires actuelles que nous connaissons et la manière dont elles s'irriguent dans le design spatial des espaces publics. Enfin, dans une dernière partie qui constituera dans le même temps une conclusion un peu étoffée, j'essaierai de sortir de ma zone de confort, la philosophie, et de faire peut-être mentir Sartre qui disait que les philosophes ont les mains propres tout simplement parce qu'ils n'ont pas de mains. Donc en essayant de me coltiner un petit peu avec des questions plus pratiques, en essayant de réfléchir à l'avenir de ces lieux, en essayant donc de montrer ce qu'une réflexion philosophique peut apporter sur un plan plus concret pour penser le devenir de ces intérieurs publics. Donc, je commence dans le premier temps que je vous annonçais la spécificité du caractère public des intérieurs publics. Donc, essayer de mettre en évidence un certain nombre de caractéristiques sur la nature ambiguë ou paradoxale de leur publicité. Donc, la première caractéristique, à la fois spatiale, mais aussi sensible de ces intérieurs publics que j'aimerais souligner, est leur ambiguïté. Et donc, pour ce faire, je vais m'appuyer principalement sur la pensée de Walter Benjamin. Donc, ce sont des espaces publics, donc comme les médiathèques, les universités, différents équipements sportifs, mais dont l'aménagement va se rapprocher de l'aménagement des espaces privés intimes dans la mesure où ils sont intérieurs. Alors que les espaces publics, comme les rues ou les places, se caractérisent par leur ouverture, les intérieurs auxquels je m'intéresse ne sont pas recouverts. Ils se caractérisent par un volume intérieur qui est délimité par des parois, des murs, des plafonds, et ils ont également un seuil, ils ont une entrée. Donc, ils sont recouverts, on peut dire que ce sont des sphères qui vont avoir leur propre climat ou leur propre atmosphère, qui est indépendante du milieu extérieur, qui est extrêmement stable, peu soumise aux variations. On va avoir dans ces lieux un climat artificiellement tempéré et confortable. Et donc, pour bien faire comprendre cette idée, je souhaiterais vous citer quelques analyses de Walter Benjamin sur les passages parisiens, donc qui sont des rues couvertes, qui vont se développer dans le Paris du 19e siècle et qui, à mon sens, permettent de mieux comprendre l'ambiguïté de ce que l'on peut appeler les équipements accueillants du public. Donc, ce sont des rues couvertes par une verrière. Je cite Walter Benjamin.
Les passages sont des maisons ou des corridors qui n'ont pas de côté extérieur comme le rêve. On peut parler, je cite toujours Benjamin, d'une compénétration enivrée de l'intérieur et de l'extérieur. Benjamin va insister sur l'ambiguïté d'aménagement de ces lieux où la rue fusionne avec l'appartement ou encore avec le salon. Il y a une décoration intérieure, un revêtement au sol qui ressemble à celui d'un appartement, un éclairage au gaz et bien sûr, une entrée matérialisée dans le passage par un seuil qui le différencie de l'espace ouvert de la rue. Et donc, le réseau des passages parisiens va dessiner une autre ville que celle des rues découvertes. La ville va s'ouvrir aux flâneurs, selon Benjamin, comme un paysage et elle l'enferme comme une chambre. Donc, ce qui m'intéresse dans cette analyse, c'est que Benjamin dessine une autre ville que celle des artères et des places, et un espace urbain qui est donc très différent de celui tel qu'il est envisagé par Georges Simmel ou Robert Ezra Park au début du XXe siècle, qui vont insister tous deux sur la ville comme espace du danger et de l'aventure. L'ouverture, la violence de la ville, parce que dans cette ville, à tout moment, peut faire irruption l'événement, le heurt, la liberté. Ici, on est dans des endroits protégés, feutrés, que l'on peut rapprocher de l'image de la coquille chez Gaston Bachelard dans la poétique de l'espace, qui parle d'une valeur de refuge. On est dans des lieux qui ont une atmosphère très particulière, qui est une atmosphère séduisante, réconfortante, enveloppante, que l'on va expérimenter dans la flânerie, où les éléments et les stimuli extérieurs sont amortis. On est dans un climat artificiel où tout est tempéré. Benjamin déploie ainsi une atmosphère régressive, nous dit-il, où l'âpreté de la ville, ses dimensions négatives sont mises entre parenthèses. Donc je ne m'intéresse pas ici au jugement contrasté de Benjamin sur cette atmosphère, qu'il qualifie de fantasmagorique, il a un jugement plutôt critique sur la chose, mais je vais m'intéresser par contre à une de ses implications. On se sent dans ces passages comme chez soi. Ce sont des lieux que l'on connaît, qui donnent ou qui suscitent en nous une impression de familiarité où l'on vient se blottir. Et donc pour Benjamin, les passages, et donc les intérieurs publics, vont dessiner une ville appartement où le citadin va trouver refuge comme dans un cocon ou comme dans l'utérus maternel. Les passages sont des architectures, je cite Benjamin, où nous vivons une nouvelle fois oniriquement la vie de nos parents et grands-parents, comme l'embryon dans le ventre de sa mère, répète la philogenèse. Donc, ce qui m'intéresse dans cette image un peu surprenante de l'utérus, c'est que cette métaphore ou cette image de l'utérus comme premier intérieur protecteur est reprise par un autre philosophe dont je vous citais le nom tout à l'heure, à savoir Peter Sloterdijk, philosophe allemand contemporain qui va l'élever à la puissance au carré parce qu'il considère que de manière générale, la vie humaine peut se comprendre comme une constitution d'espaces intérieurs protecteurs. Ces espaces intérieurs protecteurs, Sloterdijk va les nommer sphères, qui viennent reproduire et visent à prolonger l'espace utérin primordial. Donc c'est ça l'activité humaine, spatialisée pour recréer des espaces protecteurs qui viennent prolonger le premier espace dans lequel on a été blotti. Exister, c'est spatialiser en se construisant des espaces englobants, protecteurs, qui viennent délimiter le chaos. Je vous cite l'introduction de Bulle, le premier tome de la trilogie Sphère. Nous sommes dans un extérieur qui porte des mondes intérieurs. Donc, je ne me prononce pas sur la pertinence de la proposition générale de Sloterdijk, sur l'extension très large qu'il donne à la notion d'espace, puisqu'il parle aussi bien d'espace physique que d'espace théorique, que d'espace politique ou encore d'espace culturel. Je dirais simplement que je me méfie des systèmes qui ne laissent rien en dehors du système et qu'il s'agit pour moi d'une approche trop englobante avec cette notion de sphère. Mais par contre, je retiens, et donc c'est ça qui m'intéresse dans la pensée de Sloterdijk, qu'elle est pertinente à l'échelle des infrastructures sociales, où la clôture et donc la délimitation d'un espace intérieur implique un brouillage du privé et du public, et où la clôture garantit un milieu protégé et protecteur qui vient filtrer ceux qui entrent et qui maintient un climat tempéré et stable. Donc, l'expression de sphère d'immunité employée par Sloterdijk, qui prolonge l'analyse de Benjamin des passages, me paraît pertinente pour penser ce qu'il y a
la spécificité, l'ambiguïté que je nommais du brouillage entre le privé et le public dans ces intérieurs publics. Et donc, de fait, si l'on prend un intérieur public comme une médiathèque ou une bibliothèque municipale, on voit bien ce floutage des frontières. Il s'agit d'un espace public, mais dans lequel on va enlever son manteau, que l'on va laisser sur une patère ou un porte-manteau comme chez soi, où l'on va retrouver la chaleur d'un intérieur douillet, et qui, dans son aménagement, peut offrir un certain nombre de similitudes avec des intérieurs privés. Donc, si je prends l'exemple de la médiathèque que je fréquente à Chambéry, la ville où je réside, proche de Grenoble, on va trouver des lampes de bureau individuelles, on va trouver des fauteuils et même des canapés confortables que l'on pourrait avoir dans son salon pour lire les journaux qui sont à disposition. Et on va trouver, alors c'est un détail étonnant, un peu kitsch, des porte-manteaux recouverts d'un étui tricoté main, comme un plaid tricoté par une grand-mère. Les enfants pourront jouer avec différents jeux qui sont en libre accès sur des tapis. Et cette ambiguïté entre privé et public, entre espace ouvert au public mais aménagé comme un intérieur privé, on le retrouve également à l'École nationale supérieure d'architecture où j'enseigne, puisque je pense à 3 espaces en particulier. La salle du personnel, où l'on va pouvoir trouver des mugs et des tasses que l'on pourrait trouver dans sa propre cuisine. Une mezzanine, où il y a un piano et des fauteuils où l'on peut s'affaler. Ou encore les coins lecture de la documentation. Je m'intéresse à présent à la deuxième caractéristique de ces intérieurs publics. Ce sont des lieux que l'on habite et avec lesquels l'on noue une relation émotive ou affective particulière. Donc, j'ai parlé précédemment de chez soi avec Benjamin en disant que dans les passages, le flâneur se sent comme chez lui. Et donc, je considère, et ça sera ma seule allusion à la philosophie heideggerienne, que l'on habite ces intérieurs publics plus que des espaces publics traditionnels, dans la mesure où, si l'on suit Sloterdijk, habiter signifie se constituer une sphère. Et donc, dans l'argumentaire du séminaire, vous vous référez d'ailleurs à cette forme particulière d'infrastructure sociale que sont les maisons du peuple. Et en France, on peut parler à un autre type d'infrastructure que l'on nomme maison des associations ou encore maison de quartier. Et donc, si j'emprunte cette définition de l'habiter, se constituer une sphère à Sloterdijk, je la justifierai en me référant à la compréhension de l'habiter telle qu'elle est développée par Heidegger, auquel j'ai consacré un ouvrage en 2019. Donc, selon lui, l'existence humaine est travaillée par une inquiétude générale. On est jeté au monde par notre naissance dans un extérieur qui paraît de prime abord inquiétant, étranger. Et donc, c'est en habitant, en s'aménageant un espace délimité que l'on va pouvoir s'approprier, qui va prolonger notre corps. C'est en habitant ainsi que l'extérieur va pouvoir être apprivoisé. Habiter, c'est se construire un espace qui vient entourer son corps et qui va servir d'interface avec l'espace extérieur. Et effectivement, dans ces intérieurs publics, on se construit sa place, dans laquelle on va se sentir comme chez soi. On remarquera que dans un amphithéâtre, les étudiants se mettent la plupart du temps à la même place. De même, j'ai ma place attitrée à la médiathèque lorsque je vais y travailler. Ou encore, lorsqu'on se rend à la piscine, on a souvent une affection pour tel ou tel casier. On éprouve une cruelle déception quand sa place ou son casier est occupé par quelqu'un d'autre. Et donc, à la suite de ça, je définirai l'intérieur public comme un corps architectural qui vient englober, envelopper, épouser mon propre corps. Et donc, il me semble que c'est en vertu de cette commune parenté entre mon corps et le corps de l'architecture que l'on peut penser pourquoi on va ressentir affectivement les intérieurs publics. Donc, je m'explique. Je considère en effet que le ressenti affectif est particulièrement fort dans ces lieux, plus que dans des espaces publics ouverts. C'est une perspective sur laquelle je travaille dans mon analyse sur les ambiances en m'appuyant sur ce que l'on nomme les théories de l'empathie qui se développent en Allemagne au début du XXe siècle, principalement théorisées par Heinrich Wölfflin et August Schmarzow. Et que je développe également en m'appuyant sur certains textes de la psychopathologie d'inspiration phénoménologique, celle de Binswanger en particulier.
Donc, qu'est-ce que l'on peut tirer de ces analyses des théories de l'empathie et de la psychopathologie d'inspiration phénoménologique? C'est que mon propre corps est traversé par des affects qui vont s'exprimer dans des dynamiques physiques, c'est-à-dire dans des manières de me tenir, dans des manières physiques de me situer ou d'être, dans des attitudes corporelles. La confiance va pouvoir se traduire ou s'exprimer par la détente physique. La peur, au contraire, par la tension. La tristesse ou la dépression par la prostration. La joie par l'extension. La fatigue par l'horizontalité. La fierté par la verticalité. Et donc, lorsque je perçois ces dynamiques physiques, détente ou tension, prostration ou extension, horizontalité ou verticalité, lorsque je perçois ces dynamiques physiques en parcourant l'espace intérieur d'un bâtiment, elles viennent faire écho aux dynamiques physiques que j'ai éprouvées dans mon propre corps lorsque je ressentais tel ou tel affect, et donc elles vont susciter les affects qui sont liés à ces dynamiques physiques. Ainsi, par exemple, dans la médiathèque que je fréquente, on observe une magnifique hauteur sous plafond qui pousse à lever la tête. On peut parler d'une élévation du corps du bâtiment, d'une légèreté de son ossature qui me rappelle, qui font écho à ce que j'éprouve quand je me sens moi-même physiquement appelée vers des sommets et légers, c'est-à-dire la joie et la liberté. La perception de la hauteur sous plafond, la perception de la légèreté du bâtiment lorsque je déambule sous sa verrière suscite la joie et la liberté puisque légèreté, hauteur sont associées à ces affects. Donc, la clôture des intérieurs publics permet de les penser comme des corps et cette caractéristique spatiale, renforcée par le travail sur les matériaux et l'aménagement intérieur, permet de comprendre pourquoi nous nouons une relation affective privilégiée avec eux. Ce sont des lieux dans lesquels la question des ambiances est particulièrement importante parce qu'ils impliquent tout particulièrement notre corps. Ça permet de comprendre pourquoi nous leur sommes si attachés. Ce sont des lieux qui nous donnent le sentiment de notre propre présence. Et donc, cela permet de comprendre la fonction vitale de ces espaces pour des personnes dont le sentiment de soi est rendu problématique en raison de leur exclusion du jeu social. Donc, j'avais réalisé, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, une enquête sur une médiathèque parisienne, Jean-Pierre Melville, dans le 13e arrondissement. Une rencontre fréquentée par des personnes sans domicile fixe, qui développait un certain nombre d'adaptations secondaires, c'était la perspective de mon enquête alors, mais qui venait avant tout y chercher chaleur et sécurité, qui venait y chercher un havre de paix, ce qui dépasse une simple exigence de confort, mais exprime plus fondamentalement un besoin de contenant pour ne pas se disperser et pour ne pas se perdre. J'envisageais alors, voilà, il y a maintenant une dizaine d'années, la recherche de confort comme une recherche de bien-être où le verbe être doit être pris au sérieux dans ses composantes existentielles. À savoir que le soi, qui a un chez-soi, est enrichi. C'est une extension qui vient lui donner de la densité. Une enveloppe qui protège, qui permet au corps de s'éprouver en développant des habitudes et donc en habitant, selon l'étymologie commune entre habiter et habitude. Et donc, la fermeture de ces intérieurs publics dans la crise pandémique actuelle est bien sûr extrêmement problématique. Il s'agit d'un rétrécissement de notre horizon corporel et de nous-mêmes. Donc, bien sûr, lorsqu'on a la chance d'avoir un intérieur privé, le problème est moins crucial, mais on comprend tout l'enjeu pour des personnes qui n'ont précisément pas de domicile fixe. Sloterdijk va parler de déficit immunitaire pour les personnes isolées, exclues des différentes sphères. Et donc, je parlerai pour ma part, pour qualifier la fermeture de ces intérieurs publics, d'amoindrissement ou de dispersion de soi, pour insister, par contraste, sur la concentration et l'intensification de soi-même que l'on éprouve dans de tels intérieurs. Alors, je ne vous vois plus du tout, mais est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai juste votre logo, peut-être parce que la connexion est mauvaise. Oui, c'est bon? Oui, oui, tout à fait. Parfait. Donc, j'en viens à présent à la troisième caractéristique de ces intérieurs publics qui va les distinguer des espaces publics ouverts. Troisième caractéristique qui est la nature de leur usage.
Ce sont des usages qui excèdent ceux des espaces publics ouverts. Donc, Mathieu parlait d'espaces de circulation, mais donc je parlerai oui, de déplacement ou de circulation. Déplacement des piétons, qu'il s'agisse de flânerie ou de trajets efficaces, et qui sont, j'allais dire, articulés souvent à un jeu de regard magistralement décrit par Goffman sous le nom d'inattention civile. Les usages que l'on va trouver dans ces intérieurs publics sont sensiblement différents de ceux du déplacement et permettent de mieux comprendre la caractéristique précédente, à savoir le fait que l'on puisse habiter ces espaces. Ce sont des usages qui peuvent être identiques dans leur forme à ceux qui se déploient dans la sphère intime et familiale, mais qui ne vont pas alors être bien sûr tout à fait identiques. Ce sont des lieux dans lesquels on peut se détendre en relâchant son corps. Donc, je pense à la médiathèque avec non seulement les canapés pour lire des revues, mais également des espaces pour écouter de la musique, visionner des films, consulter Internet. Ce sont des activités que l'on pourrait faire chez soi, mais que l'on vient faire ici, soit parce que l'on n'a pas de chez soi, soit parce que l'on cherche une forme de sociabilité particulière sur laquelle je reviendrai plus tard. Ce sont des lieux où l'on peut se préparer à manger et faire sa vaisselle. Je pense à la salle du personnel de mon laboratoire. Je pense aussi à d'autres usages comme se laver ou se maquiller, par exemple dans les bains-douches à Paris. Donc j'imagine que vous avez des structures analogues à Bruxelles, les bains-douches réservés, qui sont pratiqués par des personnes mal logées et qui n'ont pas été fermés lors des deux confinements. Donc, ce sont des usages qui relèvent de la sphère intime parce qu'ils touchent aux besoins du corps ou parce qu'ils touchent à son espace personnel, mais qui sont réalisés dans des équipements publics, qui sont donc partagés avec d'autres, ce qui va les différencier de ceux qui se déroulent dans la sphère privée, dans lesquels on ne va pas avoir tout à fait le même relâchement. Ce sont des usages qui touchent à l'intimité, mais qui sont partagés avec des personnes que l'on ne connaît pas. Quatrième caractéristique qui va les distinguer des espaces publics ouverts, le type de relation sociale qui va se nouer en leur sein. Les relations sociales qui se déroulent dans ces intérieurs publics ne relèvent pas de ce que Simmel nomme la sociabilité dans sociologie et épistémologie, à savoir des relations froides, superficielles et éphémères qui sont nouées entre les anonymes de la grande ville, des relations qui se nouent sans raison précise mais pour des raisons spatiales. Des relations qui se configurent indépendamment de toute caractéristique objective liée à l'être intime ou à l'intérêt des citadins mis en présence. Or, comme nous l'avons vu, les usages de ces intérieurs publics ne relèvent pas de cette sociabilité. Ce sont des relations qui sont configurées en raison même de caractéristiques objectives liées à notre être intime ou à des intérêts, des besoins physiques, des goûts pour les livres ou les quotidiens, des pratiques sportives ou culturelles, des études, qui impliquent que ces relations ne sont pas dues au hasard et qu'elles sont appelées à se renouveler. On va recroiser les mêmes personnes à la médiathèque, à l'université, à la piscine, parce qu'ils vont accueillir un public d'habitués. Donc, c'est des relations qui ne seront pas nécessairement aussi chaudes que les relations amicales, mais qui pourront peut-être devenir plus chaleureuses, d'autant que l'usage des lieux dévoile notre être intime. À la piscine, il est difficile de se comporter face à quelqu'un que l'on croise régulièrement en maillot de bain et qui voit les avantages et les défauts de notre corps, comme devant un parfait inconnu. De même, lorsqu'on attend son tour devant le micro-ondes du laboratoire de recherche ou à la cafétéria avec les étudiants, en sentant les odeurs des différents plats. Même chose devant la personne de la médiathèque qui lit tout le temps le dernier numéro du journal local que je viens moi-même consulter. Cela crée une certaine forme de connivence, une forme de complicité. Un sociologue français, Stéphane Tonela, parle de communauté éphémère de situation pour qualifier le collectif formé par les piétons dans l'espace ouvert de la rue. Et donc, pour ma part, pour qualifier ce qui se crée dans ces intérieurs publics, je parlerai de communautés situées d'usage, ce qui permet de comprendre leur fonction inclusive, à savoir que ces intérieurs publics ne vont pas seulement entrer dans une sphère des personnes qui étaient à l'extérieur, elles ne permettent pas seulement aux usagers de manifester une compétence sociale comme dans le cas des interactions en face à face, mais plus fondamentalement,
elles offrent aux usagers la possibilité de faire valoir sous la face générique, pour reprendre une expression de Goffman, leur humanité aux usagers par la mise en évidence à la fois de besoins fondamentaux partagés, donc je pense par exemple à se laver dans les bains-douches, ou de goût ou de pratiques plus personnelles. Donc non pas une communauté éphémère de situation, mais une communauté située d'usage qui révèle le partage de besoins identiques et en même temps de pratiques plus personnelles. Donc si je devais retenir 2 points des développements précédents, ce seraient les suivants. Premier point, ces intérieurs publics doivent être qualifiés comme des espaces ambigus entre intérieur et extérieur, entre privé et public, affectifs, donc la question du corps qui vient résonner avec mon propre corps en évoquant les affects afférents, où l'on va développer des usages intimes dans des équipements partagés, ce qui garantit des relations entre usagers qui excèdent la simple sociabilité, donc pour reprendre les différentes caractéristiques que j'avais données. Deuxième point, qui est une implication de cette caractéristique des intérieurs publics, on peut dès lors comprendre leur fonction vitale pour la vie individuelle, d'une part, pour la vie sociale, d'autre part, et enfin pour la vie démocratique, ce qui permet de comprendre la très grande perte que chacun a ressentie lors de leur fermeture. Donc pourquoi je parle de fonction vitale pour la vie individuelle? Dans la mesure où ces intérieurs publics vont réassurer le sentiment de soi, ce qui est particulièrement important lorsque l'on n'a pas de chez soi, mais aussi lorsqu'on en a un, car ils l'enrichissent par la confrontation avec une sphère qui est certes familière, mais qui est plus diversifiée que celle du logement quotidien. Deuxième importance, pour la vie sociale, puisqu'ils viennent garantir des relations inclusives et chaleureuses entre inconnus par le partage d'équipements qui permettent un usage commun, bien sûr, mais qui permettent également, comme j'essayais de le suggérer par l'expression communauté située d'usage, qui permettent d'affirmer l'humanité des usagers comme être de besoins biologiques et qui permettent également d'affirmer son humanité comme être de besoins plus sophistiqués. Troisième importance pour la vie démocratique, parce qu'ils vont réaliser une égalisation des conditions de l'espace physique, qui bien sûr est insuffisante si elle en reste à ce niveau-là, d'autant plus qu'elle se réalise à des échelles très micro, très éclatées, mais qui peut servir de tremplin à une réflexion plus large sur l'espace social. Et donc, pour bien faire comprendre cette dernière idée de l'importance pour la vie démocratique, j'emprunterai à Sloterdijk, dans son introduction à Écume, le terme de république des espaces. En effet, on peut rapprocher les intérieurs publics du type de sphère qui caractérise notre hypermodernité, à savoir une écume faite d'une multiplicité d'îles, de capsules, sans hiérarchie les unes avec les autres. La multiplicité des équipements dans la ville dessine un autre espace urbain que celui de la place centrale et de ses ramifications. Là, on a plutôt un archipel. Si Sloterdijk ne préjuge pas du régime politique général de ces écumes et qu'il insiste sur le risque de l'absence de toute centralité, la leçon que je retire de mon analyse à l'échelle des intérieurs publics et uniquement à cette échelle-là, ce sont les vertus politiques du réseau qui est ainsi constitué dans l'espace urbain par ces différents équipements. On a affaire à des sphères multifocales, multiperspectivistes, hétérarchiques, c'est-à-dire non hiérarchiques, qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui dessinent un autre espace urbain. Et donc, il me semble que l'on peut dire qu'elle dessine une république au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une chose publique dont on use en commun. C'est ça la république, une chose publique dont on use en commun. Et donc, on peut parler d'une nature spatiale de la république. C'est un espace partagé, usé en commun, un espace intégrateur où l'on se rencontre. Et donc, se dessinerait, si l'on suit cette proposition que je vous fais, un parcours depuis la police grecque jusqu'aux intérieurs publics modernes, que l'on ne doit pas lire comme un éclatement de la République, mais plutôt comme une pluralisation de la République dans des espaces diversifiés. Et donc, je proposerai de lire les intérieurs publics comme la condition écologique d'une démocratie comme mode de vie, dont la limite est précisément le caractère situé, mais qui peut servir de tremplin à une réflexion plus générale. Donc, j'en viens à présent au deuxième temps de l'analyse que je vous annonçais, à savoir réfléchir sur les politiques sanitaires actuelles à la lumière de l'analyse de Michel Foucault.
Donc, comme je le disais en introduction, ce sont les caractéristiques spatiales et sociales de ces espaces, à savoir la clôture, les interactions plus longues et moins fugaces que dans les espaces ouverts, et la densité qui les rendent problématiques au regard de la crise que nous connaissons. Donc, clôture, interaction plus longue et moins fugace, densité et aussi diversité des publics. Donc, en France, donc, et en Belgique bien sûr aussi, mais je parlerai de la France, elles ont été le lieu de différentes politiques publiques qui ont été justifiées comme participants d'une politique de santé publique. Et donc, on a vu émerger un nouvel organe qui a eu un rôle tout à fait inédit dans la prise de décision politique, qui est un conseil scientifique à rôle consultatif, mais qui a été associé au plus près des décisions politiques qui ont été prises et donc dont le rôle a été moins consultatif que exécutif, ou en tout cas dont les conseils ont été repris par l'exécutif. Donc, il y a eu un double mouvement. Premier mouvement, proposition du conseil scientifique au gouvernement. Deuxième mouvement, justification des décisions prises par le gouvernement national en fonction des conseils qui étaient donnés par cette instance. C'est-à-dire que l'avis du conseil scientifique est devenu un argument d'autorité justifié par sa compétence et permettant au gouvernement de justifier ses différentes prises de position. Et donc, on a vu un poids absolument extraordinaire au sens littéral du terme qui a été pris par les experts médicaux au cours de la crise. Et donc, il me semble en fait que pour lire ce rôle pris par les experts, ce poids du conseil scientifique, on peut se référer à l'analyse de ce que Michel Foucault appelle l'alliance du savoir et du pouvoir, et qu'il a notamment analysé à propos du pouvoir psychiatrique et de l'hygiénisme. Donc, je vous cite un extrait de Surveiller et punir. Il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir. Et effectivement, on a vu différents politiques qui devenaient plus ou moins experts en épidémiologie, vaccinologie, etc., ni de savoir qui ne se suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. Et effectivement, c'est bien un tel balancier que l'on a vu se déployer, la constitution d'un champ de savoir que l'on pourrait appeler celui de la santé publique, qui a accompagné la politique sanitaire et qui s'est traduit en politique sanitaire. Donc, dans cette perspective, nous pouvons parler d'un biopouvoir. Et pour cela, je me référerai donc à la notion telle qu'elle est introduite par Foucault en 1976 dans la volonté de savoir. Dans ce livre, Foucault considère que notre corps, notre santé, notre vie biologique sont devenus des objets de préoccupation des gouvernements, des points sur lesquels s'exercent les différentes relations de pouvoir, et ce aussi bien au niveau individuel que collectif. C'est un mouvement qui émerge à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, où la santé est érigée en valeur politique, en norme désirable par rapport à toutes les pathologies. Et donc, il appartient au gouvernement de favoriser cette santé en contrôlant les individus et les populations. Foucault parle de la santé et du bien-être physique de la population comme l'un des objectifs essentiels du pouvoir politique. L'impératif de santé devient le devoir de chacun, les individus sont responsabilisés en ce sens, et ça devient également l'objectif général du gouvernement. Donc Foucault rend compte de l'émergence de ce biopouvoir en termes économiques, mais je ne rentre pas dans ces considérations. Donc ce biopouvoir, pour Foucault, va se déployer par des politiques natalistes, des politiques de vaccination, différentes stratégies de santé publique, l'enregistrement et le signalement des pathologies, des campagnes de prévention, etc. Mais ce biopouvoir va aussi se déployer par la restriction d'un certain nombre de libertés fondamentales au nom de cette norme désirable qu'est la santé. Dans la crise que nous traversons, nous pensons bien sûr comme restriction des libertés à la restriction de déplacement, mais aussi la fermeture des écoles, la fermeture des lieux culturels, l'amoindrissement de nos loisirs, etc. Un certain nombre de recommandations qui ont également été faites par les gouvernements à l'intérieur même de la sphère privée, de savoir ne pas inviter, porter le masque au moindre doute, et une formule donc
d'un haut fonctionnaire français, directeur de la santé, qui a provoqué une polémique en France comme une intrusion du pouvoir dans la sphère intime. Jérôme Salomon a dit la phrase suivante, donc ça on a beaucoup commenté en France: à Noël, on coupe la bûche en deux et papy et mamie mangent dans la cuisine. Donc, injonction de pouvoir dans l'organisation des relations familiales. Et donc, de manière très intéressante, Foucault va distinguer deux modalités du biopouvoir qui me semblent rejoindre un certain nombre de mesures qui ont été prises lors de la crise que nous traversons. Ce pouvoir se modalise différemment, ce biopouvoir, selon qu'il s'exerce sur le corps des individus ou sur le corps de la population. Dans le premier cas, on parle d'un pouvoir disciplinaire lorsqu'il s'exerce sur le corps des individus. Dans le deuxième cas, lorsqu'il s'exerce sur le corps de la population, on parlera d'un pouvoir sécuritaire. Donc la mise au point la plus claire sur ce point se trouve dans un cours de 1977 qui s'intitule « Sécurité, territoire, population ». Donc, j'aimerais vous les présenter, ces deux modalités, sécuritaire et disciplinaire, en montrant la manière dont ces deux modalités du biopouvoir vont passer par un traitement différencié de l'espace pour voir comment cela peut servir de grille de lecture pour penser les différentes mesures qui ont été prises en France sur les intérieurs publics ou autres infrastructures sociales. Donc, tout d'abord, quelques mots très rapides sur la conception du pouvoir de Foucault. Il ne s'interroge jamais sur la légitimité de ce pouvoir. Est-il juste ou injuste? Il ne se prononce pas sur ces questions, mais il s'interroge toujours sur l'efficacité du pouvoir. Comment se déploie-t-il? Donc, il a une compréhension dynamique, stratégique, en termes de relations de pouvoir, qui fait l'économie de la question de la légitimité et qui ne se pose jamais la question d'une quelconque intentionnalité. Les relations de pouvoir se déploient selon leur propre logique qui dépasse la représentation des agents. Donc, il n'y a aucun complotisme, il y a plutôt une vision structurale des rapports de force. Donc, de manière générale, une relation de pouvoir, c'est ce qui agit sur, c'est ce qui conduit des conduites. Et donc, il va montrer comment l'on passe d'un pouvoir souverain qui se situe en amont de l'infraction à ce qu'il appelle le biopouvoir à partir de la fin du XVIIe, du XVIIIe, qui va se situer en amont de l'infraction. Donc, pouvoir souverain, c'est un pouvoir qui punit après coup. Le biopouvoir, c'est un pouvoir qui va s'exercer avant que l'infraction ait lieu. Donc, premier visage du biopouvoir, le pouvoir disciplinaire, il va s'exercer en amont de l'infraction pour l'empêcher en surveillant les individus. Donc, c'est un pouvoir qui s'exerce sur les corps singuliers. Donc, il y a de très belles analyses sur l'école, l'usine, l'armée, etc. dans surveiller et punir, avec l'idée qu'un corps discipliné est un corps en bonne santé, donc c'est un corps plus productif. Deuxième modalité du biopouvoir, il va s'exercer pour encadrer l'infraction de manière à la maintenir à un niveau acceptable, tolérable. C'est un pouvoir sécuritaire qui s'exerce sur un corps collectif. Donc, on ne peut pas empêcher totalement les infractions, mais on les encadre pour les maintenir à un niveau acceptable ou tolérable. Donc, les manifestations principales de ce pouvoir sécuritaire sont pour Foucault les politiques publiques de natalité, d'hygiène ou encore la lutte contre les épidémies. Les pouvoirs disciplinaires et sécuritaires sont continus et doux, mais cette douceur est gage d'efficacité. Le pouvoir disciplinaire va normaliser le corps et donc on peut parler d'une biopolitique de la discipline des corps. Et le pouvoir sécuritaire, lui, va optimiser la population. Donc, on peut parler d'une biopolitique de la régulation des populations. Mais si les rapports de pouvoir passent à l'intérieur des corps, qu'ils soient individuels ou collectifs, ils vont rencontrer la question de l'aménagement de l'espace. C'est-à-dire que ce biopouvoir, qu'il soit disciplinaire ou sécuritaire, va se déployer à travers certains aménagements spatiaux dans la mesure où les corps, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont toujours spatialisés. Et donc, c'est là que l'analyse de Foucault est extrêmement intéressante. C'est dans cette articulation entre espace et pouvoir pour dire que l'on peut écrire une histoire des espaces qui serait en même temps une histoire des pouvoirs. Donc, c'est un texte qu'il écrit en 1977 qui s'intitule « L'œil du pouvoir ». Je vous lis la citation. « Il y aurait à écrire toute une histoire des espaces qui serait en même temps une histoire des pouvoirs, depuis les grandes stratégies de la géopolitique jusqu'aux petites tactiques de l'habitat,
de l'architecture institutionnelle de la salle de classe ou de l'organisation hospitalière, en passant par les implantations économico-politiques. Il est surprenant de voir combien le problème des espaces a mis longtemps à apparaître comme problème historico-politique. Donc, ce qui m'intéresse dans l'analyse de Foucault, c'est qu'il va montrer comment la configuration matérielle de l'espace, comment son architecture, comment son design vont permettre par capillarité le déploiement de relations de pouvoir sur le corps des individus ou des populations. Donc, je vous renvoie sur ce point à Sécurité, territoire, population, qui va étudier 2 plans de ville, 2 aménagements spatiaux, l'un disciplinaire, l'autre sécuritaire. Il va analyser, Foucault, dans Sécurité, territoire, population, une ville disciplinaire, qui est la ville de Richelieu, qui va avoir une trame orthogonale, semblable à celui de la ville américaine. Donc, un plan en grille, qui opère par la répétition d'un module géométrique et qui fonctionnalise à l'extrême chaque îlot. Donc, ce que retient Foucault de cette ville disciplinaire, c'est une distribution hiérarchique, fonctionnelle des éléments, qui va individualiser les citadins et les formes urbaines et qui immobilise les gens dans un lieu. Deuxième plan d'aménagement auquel il va s'intéresser, qui selon lui relève d'un aménagement sécuritaire cette fois-ci et non plus disciplinaire, c'est la ville de Nantes, telle qu'elle est réaménagée au XVIIIe siècle, où il ne s'agit pas simplement de déterminer des emplacements, de fixer des gens à leur place, mais où il s'agit aussi de garantir des circulations, de garantir la circulation des gens et des éléments pour éviter la stagnation et l'engorgement. Donc, c'est un aménagement qui s'efforce de réguler un milieu dans un cadre multivalent et transformable avec une réflexion sur les axes de circulation. Donc, ces 2 modalités spatiales du biopouvoir, disciplinaire et sécuritaire, permettent, selon moi, d'éclairer différents dispositifs tels qu'ils ont été pris en France et qui sont allés jusqu'à la fermeture définitive des intérieurs publics dont j'ai parlé précédemment, dont nous sommes sortis en partie fin décembre, mais pas totalement, puisqu'un certain nombre de lieux restent toujours interdits. Donc, schématiquement, on peut présenter les dispositifs qui ont été pris de la manière suivante. Tout d'abord, un ensemble de dispositifs qui ont visé à casser les interactions dans les intérieurs publics et qui ont visé à isoler les individus. Il s'agissait de casser les interactions pour éviter la propagation du virus. Donc, bien sûr, le masque, mais surtout, d'un point de vue spatial, les marquages au sol que l'on a trouvés dans les universités, les médiathèques, les magasins, les centres commerciaux, etc., pour ralentir les déplacements. D'autre part, la distinction très nette entre les portes d'entrée et de sortie afin de canaliser les déplacements. Et enfin, la condamnation des assises, côte à côte, que ce soit dans les amphithéâtres, sur les canapés de la médiathèque ou dans les vestiaires de la piscine municipale. Donc, marquage au sol, distinction entrée-sortie, condamnation des assises. Donc, des dispositifs qui visent à isoler, à localiser, parce qu'ils viennent recouvrir l'espace des intérieurs publics d'une trame qui quadrille les circulations et enfin qui vise à surveiller. Donc, vous voyez qu'on peut les rapprocher de la modalité disciplinaire du biopouvoir telle que je l'ai présentée plus haut. Et donc, si vous vous souvenez de ma première partie, il y a quelques dizaines de minutes, vous voyez comment ces dispositifs mettent à mal le rapport affectif au lieu en entravant le déplacement en son sein. On ne va plus être dans une enveloppe protectrice où l'on est comme chez soi, mais on est accueilli dans un espace géométrisé, partitionné en sous-espace de stationnement où l'on est simplement toléré. On est dans un quadrillage plus que dans un coquillage, pour reprendre l'image de Bachelard que j'avais soulevée à propos de l'analyse de Walter Benjamin. Vous voyez également comment ces mesures mettent à mal le type particulier de relations sociales qui s'y déploient et qui sont plus chaleureuses que la simple sociabilité. Ce ne sont plus des relations entre habitués, mais des contacts problématiques entre contaminés potentiels. Donc voilà pour les premières mesures que l'on peut lire à l'aune du dispositif disciplinaire. Maintenant, je m'intéresse à un autre ensemble de dispositifs que je vais rapprocher du biopouvoir sécuritaire, qui vise moins à isoler les individus qu'à réguler les flux de déplacement des publics. Donc, d'une part, le fléchage,
qui a été mise en place pour minimiser les croisements en imposant un sens de circulation avec parfois des réflexions très complexes, donc comme à l'université où j'enseigne pour que les promotions d'étudiants ne se croisent surtout pas dans les couloirs. Deuxième dispositif, la jauge de densité avec le comptage des personnes qui entrent dans un lieu, donc notamment pour les lieux que j'ai fréquentés, la piscine ou le marché couvert, ou alors une diminution arbitraire des publics par 2, ce qui a été mis en place dans l'enseignement supérieur avec des enseignements mi-présentiels, mi-distanciels. Bien sûr, les attestations de déplacement qui visent également à diminuer la densité. Et donc, fléchage, jauge de densité, attestation de déplacement, on peut parler d'un ensemble de dispositifs sécuritaires qui vont, là encore, modifier le caractère de ces espaces. À la fois la manière dont on s'y sent, mais également le type de relation que l'on y noue. Mais peut-être plus encore, on peut dire que ces mesures touchent à l'essence même de ces intérieurs publics, offrir un équipement public à tous pour exprimer son humanité. Puisqu'effectivement, en sélectionnant les gens par la jauge de densité, on assiste à une forme de sélection par ordre alphabétique à la fac ou par l'ordre d'arrivée à la piscine ou la médiathèque qui va les transformer de capsules inclusives en capsules exclusives. Donc, à la suite de cette réflexion foucaldienne que l'on peut mener sur les dispositifs qui ont été pris. Donc, j'en viendrai voilà, dans les dernières minutes qui me restent à une conclusion un peu plus étoffée pour m'interroger sur l'avenir que l'on peut dessiner pour ces intérieurs publics. Donc, j'espère que vous aurez compris toute l'importance que j'attache à ces infrastructures très particulières, donc ce que je vous disais à la fin de ma première partie. La question qui se pose pour moi, et donc pour vous aussi dans ce séminaire, c'est de savoir quel avenir va se dessiner pour ces intérieurs publics dans le contexte pandémique que nous connaissons, même si les choses bougent extrêmement vite. Et donc, dans l'argumentaire du séminaire, vous posiez une alternative que j'aimerais rappeler. Donc, je reprends vos propres termes. La pandémie annonce-t-elle une crise majeure des espaces communautaires et des équipements sociaux de proximité ou invite-t-elle à reconsidérer leurs fonctions, leur utilisation, leur conception, leur aménagement? Et donc, je répondrai à l'alternative de la manière suivante. Incontestablement, la pandémie oblige à repenser ces espaces et leurs usages. Il ne s'agit pas de faire comme s'il ne se passait rien. Le virus est une réalité qui tue directement et indirectement. Je pense non seulement aux nombreux malades en réanimation, mais à tous ceux dont les interventions ont dû être ajournées en raison de la saturation des hôpitaux. Je pense bien sûr aux conséquences économiques et sociales. Mais l'enjeu pour moi est de le faire en préservant ce que j'avais isolé dans la première partie, comme l'importance vitale des infrastructures pour l'individu, le social et le politique. Si vous vous souvenez ma conclusion rapide à la fin du premier moment. J'emploie le terme de vie, en parlant d'importance vitale à dessein, pour suggérer que notre vie humaine excède la vie strictement biologique, la vie nue, pour reprendre une expression de Agamben. Pour préserver leur importance vitale, ces espaces doivent continuer à accueillir les corps des usagers dans leur diversité en leur permettant de partager des équipements communs pour affirmer leur humanité comme être de besoin, à la fois élémentaire et sophistiqué. Ils ne doivent donc ni isoler les individus, ni les sélectionner, ni rendre la satisfaction des usages qui s'y expriment si problématiques qu'on finit tout simplement par y renoncer. Donc je pense voilà, à la médiathèque où le port du masque était obligatoire même lorsqu'on était seul à une table isolée, que l'on ne croisait aucune personne, ou alors à l'impossibilité de se doucher après son bain à la piscine municipale alors que l'on avait barboté dans le bassin avec plein d'autres personnes autour de soi, mais on ne pouvait pas se doucher, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, évident que ces espaces doivent se réinventer, mais tout en restant fidèles à ce qu'ils sont. Et donc, parmi ces modalités de réinvention, je ne crois pas du tout à l'alternative que constituerait l'utilisation d'espaces virtuels en ligne. Donc, c'était une des possibilités que vous interrogiez dans l'argumentaire du séminaire. Et donc, si vous m'avez bien suivi, vous comprenez aisément pourquoi la valeur de ces espaces, comme j'ai essayé de le montrer à partir des théories de l'empathie et de la psychopathologie de Binswanger, pour moi, la valeur de ces espaces tient à leur intériorité paradoxale qui mobilise le corps.
c'est l'enveloppement physique du corps par le corps architectural qui produit l'attachement affectif à ce lieu que l'on habite. Donc un lieu qui est certes moins intime que son logement, mais c'est cet enveloppement physique qui va permettre au soi de se rassembler. D'autre part, deuxième idée qui montre l'importance du caractère physique de ces espaces et l'impossibilité de les remplacer par des espaces virtuels. On peut dire que c'est l'engagement du corps dans l'expression de certains de ses besoins les plus élémentaires, se réchauffer, se laver, se détendre, mais aussi dans des besoins plus sophistiqués, qui non seulement va permettre d'affirmer son humanité et sa vulnérabilité, mais aussi qui va permettre de nouer des relations entre inconnus avec une coloration toute particulière. Et donc, j'imagine que, enfin, on peut le dire, voilà, on peut le mesurer ici avec cette intervention à distance, et donc vous l'avez sans doute mesuré également dans l'enseignement à distance. On voit bien dans ces différents dispositifs la perte qu'il y a à l'absence de rencontres physiques. Donc, la mise en place d'espaces virtuels ne remplace pas la fréquentation d'un lieu et tout ce qui se joue dans les marges des usages officiels et dans les différents attachements affectifs que nous pouvons nouer. Donc, quelques propositions, j'allais dire un peu terre à terre avant de venir à une prise de recul un peu plus importante, puisque pour les propositions terre à terre, voilà, je ne suis ni architecte ni urbaniste, et d'autres personnes auront des propositions bien plus pertinentes que moi. Mais voilà, quelques idées avant de revenir à une proposition plus générale. Donc, à mon sens, il convient de maintenir des protocoles de distanciation, mais en éloignant les assises plutôt qu'en les condamnant. Il convient de développer des aménagements spatiaux qui contribuent à diminuer la densité des lieux, ce qui revient à offrir plus d'équipements, notamment les assises dans les amphis, repenser la largeur des espaces de circulation, des entrées, des sorties, etc., augmenter l'amplitude horaire de l'ouverture, etc. Mais ce qui me semble important, c'est que ces protocoles et ces aménagements ne doivent pas isoler, et surtout, ils doivent rendre les usagers partie prenante. Et donc, c'est sur ce point que je terminerai, et c'est sur ce point sur lequel je veux insister. Ils doivent rendre les usagers partie prenante de cette stratégie thérapeutique plutôt que de les infantiliser de manière autoritaire. Et donc, c'est sur ce point, celui du comportement social, des relations entre gouvernants et gouvernés, du mode de gestion, que j'aimerais insister en tant que philosophe, puisque c'est ce qui m'a valu l'invitation dans votre séminaire, et que d'autres personnes parleront beaucoup mieux que moi de manière plus pertinente des questions de design. Et donc, je renvoie sur la question du comportement social au texte d'une militante historique d'Act Up, donc qui est une association militante de lutte contre le sida, donc qui s'appelle Gwen Fauchois, et qui va faire un parallèle, toute proportion gardée bien sûr, mais qui me semble intéressante, entre la pandémie de la Covid-19 et celle du VIH. Elle rappelle qu'en dehors des politiques publiques, c'est avant tout la mobilisation de la communauté homosexuelle qui a été déterminante dans la freination de l'épidémie. Je la cite. La communauté sida avait appris qu'être solidaires les uns des autres, c'était de ne pas se toucher, de prendre des précautions. Nous avons su et dû ne pas attendre l'État pour organiser des réponses à notre échelle. Nous savions la nécessité de prendre soin de soi pour ne pas transmettre à d'autres, y compris des pathologies bénignes pour nous, mais potentiellement graves pour nos amis immunodéprimés. Nous savions respecter les mesures de précaution élémentaires, ne plus nous embrasser s'il le fallait et quand il le fallait, et célébrer la vie néanmoins. Nous savions faire leurs courses, leur dîner, leur lessive si besoin. Nous pouvons nous inspirer de cette expérience. Des savoirs et solidarités populaires, des savoirs de ceux qui savent d'abord devoir compter sur eux-mêmes. Et donc, je crois fondamentalement qu'il est non seulement possible, mais aussi nécessaire de mobiliser les usagers que nous sommes comme des acteurs et non pas simplement comme des sujets des politiques sanitaires. Pour cela, il s'agit de faire appel à notre intelligence, bien sûr, plutôt qu'à poser des mesures de manière autoritaire qui souvent sont poussées à l'excès par précaution. Donc, comme je vous disais, le port du masque à une table isolée, tout simplement pour être sûr que la personne le gardera lorsqu'elle déambulera dans des couloirs où elle peut croiser quelqu'un. Faire aussi appel à notre sensibilité à l'autre. Il s'agit de prendre soin des autres et de prendre soin de soi pour les autres. Donc,
Et ça, voilà, moi qui ai beaucoup travaillé sur l'interaction en face à face, en fait, on voit bien comment le port du masque altère profondément les interactions en face à face et combien, en fait, cela demande un effort de pouvoir continuer à sourire sous son masque ou de sourire avec les yeux, de maintenir un lien malgré ce masque. Mais il s'agit, je pense, d'un effort dont nous devons tous être convaincus, parce que la tentation est grande lorsque on est ainsi coupé de l'autre en fait, d'oublier des règles de politesse minimale. Donc, s'efforcer, même avec le masque, même avec la distance physique, d'être attentif à l'autre, dans ses gestes, ses paroles et son regard. Et enfin, donc, faire confiance aux citoyens que nous sommes en sollicitant notre sens de l'intérêt commun, qui ne doit pas être opposé à l'intérêt individuel. Pour cela, je crois profondément à la participation des usagers au bon fonctionnement de ces infrastructures sociales que j'ai présentées. Elles ne pourront continuer à fonctionner et à jouer leur rôle vital pour l'individu, pour le social, pour la démocratie, que si leurs usagers réfléchissent ensemble aux manières dont ils peuvent s'éloigner les uns des autres sans renoncer à partager des équipements en commun et à interagir. Donc, il ne s'agit pas d'éloigner pour isoler, ce qui relève d'une politique autoritaire et unilatérale, mais il s'agit de s'éloigner pour continuer à être ensemble. Et donc, j'insiste sur s'éloigner plutôt que éloigner, puisqu'il me semble que le verbe pronominal, s'éloigner, implique la participation des publics et la formulation de propositions concertées et différenciées en fonction des situations, à chaque fois singulières dans lesquelles l'on se trouve. J'oppose donc au biopouvoir disciplinaire ou sécuritaire, tel qu'il est décrit par Foucault, une autre modalité du pouvoir, ce que j'appellerais un zoé-pouvoir, puisque zoé en grec désigne l'existence humaine par opposition à la bios, qui est la vie biologique que l'on partage avec tous les vivants. La zoé donc désigne la vie humaine dans toute sa complexité, ce que l'on peut appeler l'existence. Donc, je prendrai ou je plaiderai pour un pouvoir qui prend soin plutôt qu'il ne discipline ou qui ne sécurise. Et donc, dans la traduction spatiale, se matérialise par des espaces de côtoiement, sans fusion ni bousculade, mais qui puissent quand même continuer à être arpentés par tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Céline, pour cette très belle présentation donc, qui a articulé différents auteurs, différents chapitres, on peut dire, mais dont on voit bien évidemment la progression et c'était voilà, c'était très riche pour nous. Alors, je vous laisse la parole, Louise et Sarah. Peut-être que vous intervenez chacune et puis Céline réagit, puis on pourra peut-être continuer la discussion, éventuellement inviter nos amis Benoît et Geoffrey qui nous ont rejoints. Et voilà. Ça va si je... Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc moi, en fait, j'ai une entrée plutôt espace public qu'infrastructure sociale, et donc ce qui m'intéresse de manière plus... Enfin voilà, dans ce cycle de séminaire, c'est le lien entre infrastructure sociale et ce concept de publicité et ces espaces publics urbains aussi d'un point de vue plus matériel. Mais donc c'est par cette entrée-là que j'aimerais discuter en fait de votre présentation. D'autant plus qu'en fait, vous présentez ces infrastructures sociales comme des intérieurs publics, des équipements publics, en abordant leur publicité dans son contraste en fait avec la publicité des espaces publics plutôt ouverts ou extérieurs. Et donc, je m'interroge en fait sur l'accentuation des différences entre ces deux types de publicité que vous présentez parfois, et qui, en fait, risque d'aboutir aussi à une vision un peu dichotomique d'espace public extérieur, d'une sociabilité froide et réduite à des espaces de circulation, avec des espaces intérieurs, avec une sociabilité chaleureuse et une forme plus consistante de vie sociale. Du coup, je me demande donc, qu'en est-il en fait du caractère public de ces intérieurs et de ces infrastructures sociales? À quoi tient en fait cette publicité? D'autant plus qu'en fait, dans votre présentation, vous amenez toute une série de concepts qui sont souvent présentés comme l'inverse en fait de la publicité. Donc, par exemple, les espaces de familiarité. Enfin, si on reprend Lynn Lofland et ses différents domaines de la vie sociale, les espaces de vie intime ou familiale, ce sont les espaces qui s'opposent à la vie publique.
L'espace de refuge, ben justement, quelque part, l'espace public, c'est l'espace où on n'est pas protégé de présence dérangeante, troublante ou embarrassante. C'est d'ailleurs ça qui peut faire sa violence chez un Robert Park ou d'autres. Les intérêts publics sont orientés vers un même usage. Chez Isaac Joseph, par exemple, on a vraiment cette accessibilité qui est à la base de la publicité, donc qui assure une pluralité d'usagers et d'usages, et c'est la garantie aussi de son caractère public. Pareil, Isaac Joseph aussi oppose le chez-soi au public. Les processus de filtrage aussi, évidemment, qui tendent à réduire la publicité. Donc, voilà, je me demandais un peu en quoi reste-t-il public finalement, et est-ce qu'ils ne sont pas en fait un complément nécessaire en fait à cette publicité urbaine? Donc là, je pense notamment aux travaux de Marc Brévigueri, que vous connaissez sûrement via Le Cresson aussi, et qui explique bien que le chez-soi, pour notamment des personnes qui n'ont pas d'intérieur privé et qui donc ont la nécessité d'avoir accès à des équipements publics pour des besoins fondamentaux, est une condition en fait pour l'expérience de la publicité et de l'urbanité. Par rapport à ça aussi, du coup, avec cette idée vous avez évoqué, je pense, la vertu politique du réseau, d'un réseau de bulles ou d'équipements publics. Ben, du coup, ben, qu'en est-il en fait de l'espace entre, parce que ça suppose aussi qu'elles soient reliées. C'est bien l'idée du réseau qui est aussi au cœur de la dimension de publicité chez Isaac Joseph, par exemple. Et alors, juste par rapport aussi, ce sera mon dernier point, par rapport aux règles sanitaires qui ont impacté à la fois les équipements publics et puis les espaces publics aussi extérieurs dans le contexte de la crise sanitaire. Donc, on a en effet tous cette fermeture des équipements publics, ces règles de circulation, ce marquage, ces clôtures, enfin voilà, toutes ces formes d'aménagement qui font en effet très fort penser au biopouvoir de Foucault et au rapport un peu entre sécurité, hygiénisme et urbanisme qui date pas d'aujourd'hui quelque part. Et puis à la fois, on a aussi, alors peut-être moins dans la période, enfin voilà, dans la saison dans laquelle on est maintenant en hiver, mais on a vu cet été tout un ensemble d'aménagements temporaires d'espaces publics extérieurs du coup, pour en fait continuer à accueillir certains usages ou maintenir en fait la qualité urbaine de certains lieux, et qui sont justement en fait par des aménagements temporaires qui, justement, en fait, présentaient différents caractères que vous avez proposés pour le design d'intérieur public, qui était justement d'augmenter la taille des espaces de circulation, d'éloigner les assises, d'intégrer les usagers, vu que c'est souvent des projets qui ont été portés, en tout cas à Bruxelles, par des associations, enfin, voilà, des acteurs locaux, et qui ont permis justement de recréer des espaces de côtoiement sans bousculade. Je m'arrête là, mais donc voilà, j'aurais aimé vous entendre sur ces différents points qui sont présentés de manière pas très structurée. Non, merci beaucoup. Donc, je ne veux pas du tout, je ne veux pas opposer ces équipements publics clos aux espaces publics ouverts, parce que quand ils de public, ils sont accessibles à tous. Et donc, c'est sur ce point sur lequel j'insistais. On va retrouver des usages qui peuvent se rapprocher de ceux de la sphère intime et familiale, mais qui sont faits avec des personnes que je ne connais pas. Donc, je vais finir par connaître parce que l'on fréquente le même lieu, mais qui sont pour moi des inconnus, qui ne sont pas des amis ou de la famille. Donc, pour moi, c'est une gradation c'est un type d'espace public mais donc qui se distingue bien sûr, comme je l'ai dit, de la sphère familiale et intime par la question de l'accessibilité et du fait que l'on y rencontre des inconnus. Par contre, donc moi il est évident que toutes les relations dans ces espaces, dans ces équipements publics ne sont pas chaleureuses, mais elles sont moins froides que dans les espaces où
soyons précis, elles peuvent être moins froides que dans des espaces publics ouverts. Donc l'espace public ouvert, ça serait un peu l'espace public, j'allais dire le plus le plus radical ou qui manifeste le mieux les caractéristiques de l'espace public, mais qui vont être modalisés dans l'équipement public par le fait que l'on y reste, qu'on est dans un lieu clos et que ce n'est pas le même type d'usage. Donc en fait, moi je suis extrêmement proche de la pensée d'Isaac Joseph, et la manière dont je comprends les intérieurs publics ou les équipements accueillants du public, c'est ce que lui appelle des espaces providence. Ce qui montre très bien avec son analyse du service public de la Poste, où on a un type d'interaction qui est différent de celui qui se joue dans la rue ou dans la place. Donc effectivement, il y a une forme, j'allais dire, voilà, donc des relations qui peuvent être plus chaleureuses. Aussi, ce sont des lieux où l'on est quand même. Bon, voilà, moi, c'est une caractéristique à laquelle je suis attachée lorsque j'avais réalisé cette enquête sur la médiathèque. Oui, oui, donc je partage tout à fait l'analyse de Bréviglieri sur l'article que vous avez cité. Mais dans les entretiens, ce qui est ressorti pour les personnes sans domicile fixe, c'est ce que Sloterdijk appelle la sphère d'immunité dans ce lieu. C'est un lieu où l'on est à l'abri. Et ce qui est formidable, c'est que tout le monde peut y rentrer et que personne ne va venir déranger la personne. Donc, on retrouve cette accessibilité, cette gratuité, cette non-discrimination, mais on est dans un lieu où l'on est protégé. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse dans ces intérieurs-là. Donc, ça, c'était pour votre première question. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu, oui. Oui, merci. Voilà, et puis donc pour la deuxième, donc sur les excusez-moi, j'ai oublié, sur les politiques sanitaires, donc des dispositifs qui avaient été mis en place, mais de manière éphémère. Mais disons que c'était en fait par rapport à cette le fait que les équipements publics soient fermés pendant la crise sanitaire, et que donc ce soit des lieux en fait où aussi on voit soit fermés, soit réorganisés sous des formes du biopouvoir, en fait, comme vous l'avez dit par rapport à Foucault. C'est peut-être beaucoup plus en fait manifeste dans ces équipements publics ou ces intérieurs publics que justement dans ces espaces publics ouverts. Alors c'est dû au mode de circulation du virus, etc. Donc ça peut tout à fait changer avec d'autres formes de pandémie ou de catastrophes. Mais pour le moment, ce sont dans ces espaces publics ouverts où on trouve en fait les éléments de design. Bien sûr, oui, mais c'est ce que je disais au début. En fait, ce qui est problématique par rapport à la crise pandémique, c'est pas leur caractère public, c'est la nature de leur publicité. La nature de leur publicité et de leur aménagement spatial, c'est pas leur caractère public en eux-mêmes qui les rend problématiques, mais ce qu'il est en raison du virus actuel. Mais oui, je vous suis entièrement sur ce point. Très bien, merci beaucoup. On va laisser maintenant la parole à Sarah Van Olbeek pour aussi quelques commentaires et peut-être questions. Oui, voilà, merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée vraiment super intéressante. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce que l'heure avance. J'avais prévu toute une série de questions, mais pendant la présentation, j'ai commencé à barrer un petit peu ce que j'avais prévu, donc je vais essayer d'être succinct. Donc par rapport à tout ce qu'on a dit, en fait moi ce qui me semble aujourd'hui, enfin ce que je constate aujourd'hui avec la fermeture des espaces publics et des intérieurs publics, c'est qu'il y a une sorte de report finalement des expériences physiques et phénoménologiques qu'on peut faire de l'autre dans ces lieux, dans d'autres espaces, que ce soit la sphère privée, la sphère familiale, intime comme on l'a dit, mais aussi ce que moi j'observe, c'est plutôt dans des espaces publics numériques. Et donc là, ça rejoint un petit peu la fin de votre présentation. Donc comme on peut le voir aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus d'assemblées citoyennes, de séminaires qui sont organisés sur Internet et qui s'invitent finalement dans cette sphère privée du logement, du domicile, de la maison. Et donc je me demandais quel était votre point de vue par rapport à ça. En faisant référence finalement à la définition que vous donnez souvent
de l'habitat et du logement comme étant un espace non pas seulement pensé pour un abri, mais un espace pensé aussi pour réfléchir à son rapport au monde, réfléchir à la place que l'on peut prendre dans le monde, etc. Et donc en fait, dans les lieux de rassemblement que j'ai pu moi observer dans ma recherche, j'ai pu constater que il y avait, la communication passe aussi énormément par une gestuelle, par finalement la perception d'une ambiance dans ces espaces. Et j'ai l'impression que finalement la distanciation physique qui est aujourd'hui contrainte par la situation sanitaire appauvrit finalement les échanges et appauvrit aussi les interactions que l'on peut avoir dans ces espaces de dialogue public, politique. Donc voilà, j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus et peut-être pour vraiment centrer ma question, qu'est-ce qu'on peut espérer finalement d'un débat public-politique lorsqu'il s'invite dans le confort supposé du domicile, dans la sphère intime et protectrice du logement, plutôt que dans les rues, dans des infrastructures sociales, des institutions politiques. Voilà. Et alors j'avais une dernière question qui était un peu plus large et un peu plus liée sur votre pratique d'enseignement. J'aurais voulu vous entendre et savoir si la situation actuelle avait modifié finalement votre façon d'enseigner la philosophie aux architectes et aux concepteurs de demain, et si oui, de quelle manière? Merci. Moi, je vais répondre peut-être je vais commencer par la deuxième question qui est peut-être un peu plus facile. Donc, en fait, vous avez dû tous l'expérimenter. Je vais répondre en deux temps. Voilà, on fait pas cours derrière son écran d'ordinateur comme on fait cours habituellement, et en fait, ça favorise un échange différent. Donc moi, je fais des cours beaucoup plus interactifs, entre guillemets, alors que j'ai dit que le corps était absent, mais en fait, où il y a beaucoup plus de questions sur le chat. Donc je pose beaucoup plus de questions, ils réagissent, je reprends, et je me disais même que si la situation devait perdurer, peut-être que je pourrais envisager en fait d'envoyer mon cours en papier et de faire un cours à l'envers, en fait, qu'ils lisent le cours et qu'on ait juste un temps d'échange, puisque le fait d'écouter un cours magistral entièrement derrière son ordinateur n'est pas super. Par contre, d'un point de vue plus architectural, oui. Donc moi, je fais un cours sur l'habité en licence 2. Donc bien évidemment, la question du confinement a été abordée au centre de toutes les préoccupations. Et alors j'allais dire l'ironie, c'est que je fais un cours en master d'initiation à la recherche que j'avais commencé en septembre, et donc il fallait réfléchir au logement et à la ville d'après la pandémie à la lumière du premier confinement. Donc entre-temps, il y a eu un deuxième confinement où les étudiants ont pu retester, rééprouver les piètres qualités de leur logement étudiant, la pauvreté des espaces publics urbains autour du kilomètre de déambulation qu'ils avaient le droit de faire chaque jour. Donc, ça a été une enquête sur le terrain, non pas d'après leurs souvenirs, mais d'après une expérience vécue, assortie en fait d'un certain nombre de propositions pour repenser les espaces verts, la proximité des services, la place du logement, etc. Donc, effectivement, mon cours a été directement lié à la crise sanitaire et au contexte pandémique. Alors, la première question, c'est je ne sais pas si je vais avoir une réponse très, très pertinente à vous donner, mais voilà ce que j'ai essayé de dire. Moi, je considère fondamentalement que le débat public, lorsqu'il s'invite dans le logement sous forme virtuelle, est appauvri. Il est mis à distance par le prisme de l'écran. Moi je suis en pantoufle là actuellement pour vous écouter. Donc il y a aussi une tenue physique qui ne se prête pas forcément à la mobilisation militante lorsqu'on est dans la sphère confortable dans son
j'allais dire dans son intérieur douillet et chauffé, qui fait que l'âpreté des revendications, les rapports de force sont mis à distance. Et là, on retrouve un petit peu ce que je n'ai pas présenté, toute la critique en fait de l'atmosphère de ces intérieurs publics par Walter Benjamin. Donc moi, je ne reprends pas pour la question de la médiathèque, d'université, mais qui par contre, à mon sens, est vraiment présent dans l'univers virtuel. Lorsque le corps est absent, la gestuelle, les voix, tout est aplani et le débat devient extrêmement lisse. Et on voit bien en fait comment les différents réseaux, les mobilisations, on reste en fait à un stade assez virtuel pour l'instant. Oui, je voudrais peut-être rebondir un peu sur la question de Sarah et puis sur tes pantoufles, Céline, puisque voilà, ça pose quand même une situation particulière. Est-ce qu'on est purement dans un appauvrissement dans ce cas-là? Je ne pense pas que ça appauvrit énormément, ni que ça enrichit magnifiquement la situation, le fait de savoir que tu es en pantoufle, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose d'intéressant quand même qui vient un petit peu trafiquer ou transformer les attentes que l'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres par rapport au comportement public. Peut-être une certaine flexibilité ou bienveillance devant la situation des uns et des autres, devant… C'est ça, je suis entièrement d'accord. Dans l'enseignement, on l'a très bien vu, voilà, c'était une forme, c'est ça, de bienveillance, d'humour qui se met en place. Mais pour tout ce qui est, j'allais dire, de ce que Sarah appelait le débat public ou des réflexions politiques, je pense qu'elles perdent de leur force lorsqu'on ne peut pas se voir ou manifester ou marcher. Donc effectivement, ça modifie les relations en public, et c'est ni plus riche ni plus pauvre, c'est différent. En fait, il y a une forme de relâchement que l'on peut apprécier ou non, mais c'est autre chose, et qui ne sont pas, j'allais dire, qui ne travestissent pas totalement ce que sont les relations en public, mais qui les modifient. Mais par contre, je pense que pour tout ce qui est de l'ordre du débat public, on y perd énormément. Et il me semble que du coup, avant de passer la parole, je poursuis l'échange sur cette question. En fait, le chez-soi, le domicile à partir duquel on rentre en contact avec les autres via ces dispositifs technologiques, devient la seule façon de venir placer une interface justement entre le purement privé et le public, là où ces lieux, ces tiers-lieux, comme on les appelle aussi parfois, ou ces intérieurs publics constituaient ces espèces de lieux où justement ces frontières entre privé et public devenaient floues, comme tu disais, où on pouvait composer avec les valeurs du privé et les valeurs du public, qui arrivaient à les combiner d'une certaine manière. Ici, on a ces possibilités-là d'agencement via les technologies, mais il est vrai qu'en fait, les lieux qui étaient ces espaces permettant justement une espèce d'interface intermédiaire entre privé et public, que l'on cherchait pour justement ces qualités que prenait cette ambiguïté. En fait, l'ambiguïté sous Covid et sous ces situations pandémiques se renverse en quelque chose que l'on cherche à éviter, en fait. Dans le comportement, la pandémie pèse dans le sens d'une binarisation des rapports entre le privé et le public. On est soit dans le purement public, soit dans le purement privé. Par contre, les espaces qui prenaient une certaine qualité pour justement leur caractère composite, comme, je ne sais pas, ces lieux, ces bistrots cosy, par exemple, où ces dernières années, je crois qu'on va revoir tout ça, mais il y avait de plus en plus de divans, de petites couvertures, partagées dans les cafés, dans les bistrots. Mais ce qui était de qualité liée à ces aménagements se renverse en des défauts redoutés. On ne cherche pas du tout à aller se vautrer dans le divan avec des inconnus.
Et finalement, toute une série de ces lieux sont ridiculisés en quelque sorte dans leur propre prétention à créer des espaces de confiance et de confort à l'extérieur. Et nous, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure par rapport à cette approche par l'empathie ou par le rapport directement affectif du corps humain par rapport au corps architectural ou au corps du lieu, ben, on peut être affecté très négativement par la façon dont ces espaces s'effondrent dans leur qualité à nos yeux. Ils ne sont plus du tout ce qu'on y recherchait ou ce qu'on y trouvait. Tout à l'heure, j'étais dans le bus. Bon, je ne veux pas dire que le bus 71 est un espace dans lequel j'ai profondément, dans lequel j'ai des affects profonds et des attentes de confort et de bien-être incroyables. Mais néanmoins, là, je découvre un dispositif improvisé par le chauffeur de bus qui est justement, tu parlais de la façon dont les espaces sont compartimentés pour isoler les différents agents. Là, le chauffeur du bus a mis du scotch pour rendre hermétique en fait l'espace qui normalement sert à échanger de la monnaie ou à donner les tickets, etc. Mais donc on a du scotch vraiment fait à l'arrache qui vient voilà, boucher le trou d'une façon dégueulasse, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, moi j'étais face à j'étais sur le premier siège, je regardais cet espace, ce trou qui était bouché par ce scotch sale et d'ailleurs de manière complètement désespérée parce qu'il y avait quand même des trous quelque part. Enfin, je veux dire, ce qu'on espérait être hermétique ne l'était pas du tout de cette façon. Enfin, donc je me retrouve dans ces situations-là et je me retrouve, comme tu disais tout à l'heure, non pas augmenté par ma fréquentation du lieu public, mais amoindri en fait. Par ce que je vois, par l'ambiance détestable, etc. Donc, il y a quand même un grand risque que des gens comme moi et bien d'autres fuient d'une certaine façon ces intérieurs publics à partir du moment où ils ont perdu leur qualité, parce qu'on fait cette espèce d'expérience d'espace géométrisé, comme tu as dit, ou scindé, et que voilà, qu'on retourne vers des formes de binarité public-privé qui nous inviteraient du coup à réinventer sous d'autres modes ces recompositions entre le public et le privé. Enfin voilà, mais on parle ici comme si cette situation était, comment dire, définitive, elle est peut-être définitive, alors que ce n'est effectivement pas le cas. On en aura peut-être des souvenirs un petit peu entre tristes et amusés. Mais voilà, si tu peux rebondir éventuellement là-dessus, avec aussi peut-être juste la question de la façon dont ces relations publiques ou collectives que l'on a à partir du chez-soi peuvent éventuellement ne pas avoir le caractère complètement froid que l'on accorde aux technologies, Internet, etc., à travers un regard parfois un peu technophobe ou qui vient un petit peu à durcir cette séparation-là, dans la mesure où effectivement on peut avoir, par exemple, je ne sais pas, on abaisse d'une certaine façon la question des attentes sur les performances de l'autre en public, en sachant que tu es en pantoufle, tout d'un coup ça crée une proximité, une connaissance. Moi je ne suis pas en pantoufle, mais plus ou moins. Et en même temps, on a des choses qui s'invitent aussi dans la relation, par exemple, d'enseignement, où tout d'un coup, je ne sais pas, dans le chat, je vois des petits cœurs, des petits trucs. Oui, les enfants qui ont débarqué pendant un cours magistral. Les enfants qui débarquent, on les présente, etc. Donc, il y a quand même, je pense qu'il y a des choses y compris pour nous, sociologues, un peu critiques vis-à-vis des technologies, parce qu'on est toujours, je veux dire, de manière impulsive, on est toujours tous un peu technophobes dans nos analyses. Je ne dirais pas grand monde qui va venir défendre les technologies. Mais là, on se rend compte comment, sans ces espaces en ligne, tout se serait complètement effondré. Il faut essayer. Et en même temps, comment on peut essayer de documenter aussi la façon dont cette commodalité, comme on l'appelle maintenant à l'université, entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement en ligne, pourrait éventuellement garder le meilleur de l'un et de l'autre et en fait venir enrichir ce qui peut l'être pour sauver les meubles de notre socialité d'une certaine façon. Parce que là, donc voilà, ce sont peut-être des choses qui me semblent à rediscuter.
je ne demande pas de réagir là-dessus trop longtemps, mais je pense que on aimerait aussi peut-être avoir une dernière question de Benoît Moritz, qui est ici présent après ta réponse. Un architecte. Oui, qui est architecte urbaniste. Donc, il y a des propositions bien plus pertinentes que moi pour l'aménagement. Donc, non, bah, c'est moins des questions que tu m'as posées, enfin, une réflexion. Donc, je réagis. Ça me permettra peut-être de revenir sur ce que m'avait demandé Élise. En fait, donc moi, quand je parle je pense voilà, que mon héritage de la philosophie de Heidegger ou de la réflexion philosophique sur l'habité ou chez Bachelard aussi, c'est que le chez-soi ne se pose pas uniquement dans la sphère privée, qu'on peut habiter, donc on peut habiter un équipement public, on peut se sentir chez soi dans un équipement public. Donc je dissocie le chez-soi de la sphère, je dissocie le chez-soi de la sphère privée. Donc oui, effectivement, l'idée que j'essaye de défendre, c'est qu'on se sentira plus facilement chez soi dans un équipement public que dans un espace public ouvert, même si on peut se sentir chez soi dans une rue ou une place. Donc effectivement, par rapport à ce que tu disais sur ton approche du bus, ces équipements publics perdent leur raison d'être, en fait, lorsqu'on cesse de les arpenter comme des corps, lorsqu'on n'est plus accueilli par eux, mais on est simplement toléré par tout un ensemble de mécanismes autoritaires qui fait qu'on est comme une prothèse incongrue dans le bus où l'on se trouve, ou dans la médiathèque, ou dans l'université, où on a l'impression que tout déplacement devient problématique. Donc effectivement, moi ce pourquoi je plaide, c'est la manière dont on peut penser le réaménagement de ces lieux en prenant en compte la pandémie, mais sans les dénaturer. Donc tout ce que tu dis sur la mise en place de tout ce qu'a permis effectivement la mise en place de la visio me paraît effectivement extrêmement intéressant du point de vue des relations publiques, mais on perd totalement la matérialité. On est dans des espaces virtuels immatériels, et donc moi, ce qui m'intéresse dans ma réflexion sur l'habité, c'est pour ça que je fais le lien avec le chez-soi, c'est ce que l'immersion dans un lieu physique nous fait gagner. Donc effectivement, moi je m'intéresse moins en fait aux relations publiques qui sont permise, plutôt qu'à la perte ou au gain de la confrontation du corps avec un espace. Donc je te suis sur ce que tu dis et sur le caractère extrêmement, oui, j'allais dire précieux de cette visio qui nous a permis de maintenir des relations publiques malgré tout, mais je suis attachée à la relation affective et physique aux lieux et aux espaces, et donc je différencie très nettement dans mon approche l'espace virtuel de l'espace matériel. Merci beaucoup Céline. Je vais laisser la parole à Benoît Moritz qui a également une question. Benoît Moritz qui est donc architecte. Voilà. C'est sympa. Bon. Donc, qui est architecte urbaniste qui s'occupe également du Métro Lab pour un collègue de l'ULB. Juste avant que Benoît prenne la parole, il y a évidemment, j'ai oublié de le dire, désolé. Il y a tout à fait la possibilité, ou il y avait tout à fait la possibilité de poser des questions à Céline Bonico Donato via le chat. Et d'ailleurs, Valentina a une question que l'on va te poser ensuite, Céline, mais donc on va d'abord entendre Benoît. Donc, bonjour et merci pour votre intervention. Donc, moi, je suis architecte de formation, donc il y a de nouveau la porte qui s'ouvre derrière vous. Entre ça et les pantoufles, là, décidément. Non, j'avais plutôt je ne sais pas si c'était une question, mais un peu une réflexion. Moi, j'ai un peu voilà, pour réfléchir sur ce que le Covid aura comme impact sur la manière de concevoir la ville, la manière de concevoir les espaces publics, etc. En regardant un tout petit peu ce qui se passe en Chine, alors je ne sais pas si c'est un exemple ou pas, mais ils ont quand même un peu une longueur d'avance sur la maîtrise du virus. J'ai l'impression qu'on va retourner ou retrouver
c'est un peu une hypothèse, hein, mais où on va assister à un grand retour des intérieurs publics dans la période post-vaccination ou pendant la période de vaccination. Voilà, parce que les intérieurs publics, si on retourne un peu dans l'histoire des villes et de l'architecture, de l'urbanisme, etc., ils apparaissent à la fin du XVIIIe, au milieu du XIXe siècle pour contrôler, pour maîtriser, voilà, pour garantir aussi la sécurité et la santé des personnes. Donc les marchés publics, ça, vous le savez, ils apparaissent à un moment donné pour contrôler. On intériorise une série d'activités pour pouvoir mieux les contrôler, en fait. Les écoles, les marchés, le sport, enfin voilà, toutes différentes pratiques qui étaient plutôt des pratiques qui avaient lieu dans l'espace urbain, qui d'un coup sont intériorisées pour pouvoir être mieux contrôlées. Plutôt, c'était un contrôle des marchandises, etc., enfin, dans le cadre des marchés couverts. C'est assez clair. Et voilà, quand je vois ce qui se produit, donc moi j'aime bien regarder Arte. Sur Arte, il y a pas mal de reportages sur ce qui se passe en Chine. Et on voit qu'en fait, là, c'est plutôt les personnes qui sont contrôlées à l'entrée des espaces publics, privés, intériorisés, hein, des centres commerciaux, etc., par rapport auxquels il y a des contrôles de température. Voilà, j'imagine qu'à l'avenir, on va contrôler si les personnes sont vaccinées ou pas. Enfin, j'imagine que ça pourrait à un moment donné aussi intervenir. Et donc, j'ai un peu le sentiment qu'à un moment donné, voilà, il y a un peu un enjeu de repenser ce type d'espace. Alors, je ne sais pas très bien comment poser cette question-là, mais voilà, est-ce qu'on va avoir des espaces dualisés, c'est-à-dire des espaces publics ouverts à tous, des espaces intérieurs couverts qui seront, eux, entièrement contrôlés, maîtrisés, dans lesquels les personnes qui auront accès, voilà, on aura une garantie sur leur vaccination, par exemple. Voilà, c'est un peu une question que je me pose, quoi. Et je pense que la notion d'enclave inclusive sur laquelle on avait travaillé, qui justement définissait un peu cette idée d'avoir des havres d'inclusion sociale et qu'on maîtrisait avec des effets de seuil, etc., et puis dans une perspective d'inclusion sociale, ça peut aider à repenser ce type de lieu où les espaces intérieurs, disons, pas uniquement sous l'angle de la sécurité, de la santé, mais aussi à continuer à les penser sous l'angle de l'inclusion des personnes, je dirais. Mais donc voilà, ça c'est un petit peu. Je pense que voilà, j'ai un peu le sentiment qu'on va, d'une manière ou d'une autre, probablement assister à l'émergence d'espaces publics intériorisés qui vont être contrôlés. Alors la forme architecturale que ça prendra, j'en sais trop rien. Bon, on voit quand même qu'il y a des espaces ou des lieux qui se conçoivent déjà aujourd'hui comme des espaces publics intériorisés. Voilà, à l'avenir, la forme architecturale que ça prendra, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a un deuxième élément qui plaide aussi en faveur de ce type d'espace, c'est le changement climatique. La perspective de l'augmentation des températures qui va amener, et on en parle déjà, enfin, on commence à en parler, où on voit émerger ce type d'espace, même à Bruxelles, je pense à la Libelco, hein, ce sont des espaces publics qui sont couverts et qui vont probablement à un moment donné aussi servir d'espaces de fraîcheur en été ou des lieux de refuge par rapport à cette perspective de l'augmentation des températures, etc. Donc j'ai un peu le sentiment, donc j'ai pas vraiment de questions pour vous, mais j'étais vraiment intéressé par votre exposé et je vous remercie parce que ça m'a permis de continuer à réfléchir sur la question. Mais voilà, j'ai un peu ce sentiment que dans cette perspective de l'augmentation des températures, mais aussi de la situation post-Covid, voilà, on va probablement assister à l'émergence de nouveaux types d'espaces publics, certains étant déjà là, d'autres en termes de conceptualisation déjà aujourd'hui. Moi-même, dans un projet, je me rends compte que dernièrement, j'ai proposé un espace public couvert, voilà, un peu fermé, bon, voilà. Mais je me dis que ce type d'espace, c'est vrai enfin, si on n'y fait pas attention, peuvent facilement devenir ces espaces publics très contrôlés qu'on voit en Chine actuellement, quoi. Voilà. Oui, mais merci. Mais effectivement, donc moi j'avais parlé de capsules exclusives pour montrer en fait comment le caractère public de ces équipements était travesti par la question de la jauge ou de l'ordre alphabétique, où on peut imaginer aussi vacciné, pas vacciné, température. Donc en fait, effectivement, oui, on peut craindre que ce soit ce type d'intérieur public qui se développe, mais dans ce cas-là, moi, je serais critique sur le terme de les données publiques, hein, puisqu'ils sont pas accessibles à tous, donc ils seraient.
Non, Maman a bientôt fini. Donc oui, moi je serais critique sur le fait de continuer à les nommer, publics. Donc ce serait des types d'équipements qui auraient une forme de privatisation ou de sélection. Mais effectivement, on peut craindre cela, puisqu'en fait, ce qui serait intéressant entre guillemets d'un point de vue politique dans ce type d'espace, c'est qu'on peut contrôler ce qui se passe à l'intérieur puisqu'il est délimité, et on peut maintenir une forme de climat entièrement artificiel et sous contrôle. Donc on contrôle à la fois le climat, l'atmosphère et les gens qui participent de l'atmosphère, et c'est sans doute effectivement des risques que l'on peut voir dans le type d'espace qui continue à qui se dessine effectivement. Très bien. Alors, nous avons une question de Valentina. Je vais vous la lire. Alors, bonjour, j'ai une question. En revenant un peu vers Heidegger, pensez-vous qu'une situation prolongée de fermeture des lieux publics pourrait, dans la longue période ou sur le long terme, j'imagine qu'elle veut dire, entamer une crise de la présence? Donc j'imagine qu'elle va vers des questions d'ordre psychopathologique, on pourrait dire, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur la dématérialisation du rapport à l'autre et à la ville. Donc elle se pose la question d'une crise de la présence. Alors je continue sa question, surtout en considérant la façon un peu schizophrène dans laquelle les autorités publiques gèrent les dispositions des ouvertures et fermetures. En Italie, on bascule entre mesures qui se différencient beaucoup entre niveau national, régional, local, et qui souvent sont en contraste entre elles. L'effet est souvent soit d'un rétrécissement total vers l'intérieur, soit un exploit des sorties. Excusez-moi, elle n'est pas de langue française maternelle, je pense, donc il y a quelque chose dans la question. Donc, l'effet est souvent soit un rétrécissement total vers l'intérieur, soit un exploit des sorties qui riment plutôt à une réduction au simple usage des lieux publics en tant que lieu fournisseur de services. Donc soit on est reclus dans les bienfaits de l'espace privé, soit on a un rapport strictement instrumental au service ou à la ville comme ensemble de services. Donc, où, quelque part, tu disais tout à l'heure, on est à peine toléré par les lieux urbains, mais nous-mêmes les tolérons à peine aussi et nous en servons ou les instrumentalisons. Et donc, se pose la question d'une crise de la présence à la ville, d'une certaine façon, du fait d'être là dans les espaces, d'être disposé par rapport aux espaces publics. Bon, j'espère ne pas avoir complètement trahi la question de Valentina. Très bien, oui. Merci. Mais en fait, on l'a beaucoup dit, hein, que s'il y avait une troisième vague, elle serait psychiatrique plus que virale, hein, puisqu'on mesure les dommages de cette fermeture des équipements publics, de cette assignation à résidence. Donc, bien sûr, lorsqu'on est mal logé, mais aussi lorsqu'on a un logement tout à fait décent. Et oui, je pense qu'on peut parler d'une crise de la présence à la ville, et la manière dont j'essayais, moi, de le thématiser, en fait, c'était avec l'idée qu'on puisse être chez soi dans des lieux qui ne sont pas uniquement le domicile, et en insistant sur le fait qu'en fait les lieux qui nous accueillent permettent de densifier, de concentrer notre soi, et participent d'une forme d'ouverture. Lorsqu'un individu est assigné à un seul lieu, même si celui-ci est tout à fait décent, c'est un appauvrissement, je pense, fondamentalement de ce qu'il est. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction entre la diversité des lieux physiques dans lesquels on peut être, et la manière dont ils enrichissent ce que l'on est. Donc oui, effectivement, je suivrai sur ce point, et effectivement dans des lieux, voilà, qui ne font que nous tolérer et que l'on ne fait que traverser, dans lequel on ne peut pas être chez soi, il n'y a aucun engagement affectif, aucune densification de ce que l'on est. Donc Valentina, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder les textes je ne sais pas si c'est présent, de Binswanger, qui a un psychiatre suisse qui a des analyses extrêmement intéressantes sur le rapport entre la diversité, la qualité des espaces et la santé mentale.
Excellent. Merci beaucoup, Céline Bonico Donato. Je pense qu'on va tout doucement, ou même carrément, conclure, en rester là. Merci à toutes et à tous. Merci à Louise Carlier, à Sarah Van Olbeek qui étaient les discutantes aujourd'hui. Merci à Geoffrey, notre régisseur, qui s'occupe de faire tenir tout ça lorsqu'on fait ces séances. Et merci aussi à Sarah Cesari et Louise Proutot qui font tourner la boutique et les rapports avec les conférenciers, les invités. Merci de nous avoir rejoints. Et donc voilà, on était quand même un petit nombre aujourd'hui, malgré ce moment un peu précoce dans l'année. Hein, on a quand même eu un public présent, une audience en tout cas, s'agit-il d'un public. Voilà, on aura encore 2 séances ces 2 prochaines semaines, ces 2 prochains mardis. Je les rappelle juste rapidement. Donc, mardi prochain, le 12 janvier, nous accueillerons Bruno Yvain de l'agence Alphaville, et qui donc lui est un urbaniste qui est un praticien d'urbanisme et qui s'interrogera sur la programmation des équipements urbains et des équipements sociaux en particulier sous contexte ou sous contrainte de contagion. Donc on arrivera sur des questions justement un petit peu plus pratiques ou techniques autour du design dont on comprend effectivement bien, Céline, et c'est pas moi qui vais te jeter la pierre que tout le monde ne peut pas se les coltiner. Et puis on aura donc une dernière séance intéressante aussi puisqu'elle nous fera échanger ou discuter avec nos responsables régionaux des politiques de la ville, en particulier des politiques d'équipement ici à Bruxelles. Et on essaiera de les interpeller sur l'avenir de ces infrastructures sociales, ces équipements sociaux, en enrichissant le plus possible notre propos des apports de nos différents intervenantes et intervenants. Donc à ce propos, merci beaucoup Céline, puisque tout ce que tu nous as amené aujourd'hui, je pense, était vraiment très pertinent et très riche pour cela. Voilà, donc on essaiera aussi d'éditer, de publier les différentes vidéos de ces séances. Fin janvier ou début février, ça devrait voir le jour. Je me tourne vers Louise Proutot et vers Sarah Cesari pour voir si on est bien capable de faire ça ces prochaines semaines. Et puis voilà, la dernière question, c'était, oui, en fait, on travaille aussi à l'édition d'un petit bouquin Metrolab autour de ce webinaire hein, sur Social Infrastructure in the Post-Covid City, et Sarah Van Olbeek et d'autres, Louise Carlier et d'autres, travaillent d'arrache-pied pour monter ces actes en quelque sorte de ce séminaire. Voilà, c'en est tout de mon côté. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ouais, merci à bientôt, à mardi prochain. Au revoir. Au revoir. Merci Céline. Au revoir. Au revoir.